Alors, je m'excuse des difficultés techniques qui ont fait que nous n'avons pas pu nous connecter il y a une semaine, mais c'est vrai que les choses sont plus claires aujourd'hui qu'elles l'étaient encore il y a 8 jours. Ce qui est clair, c'est que Joe Biden a gagné les élections de novembre progressivement, à regret, de manière immature, comme un enfant qui refuse de rendre la balle qu'il a perdue. Donald Trump se résigne, petite phrase après petite phrase, à reconnaître qu'il a perdu. Donc le 20 janvier 2021, à 12 heures, Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Je pense qu'il faut, de manière rapide, revenir sur les raisons de sa victoire. La première, c'est que cette élection a été un référendum pour ou contre Trump. Et Trump a perdu ce référendum. Il l'a perdu essentiellement pour deux raisons. La première, c'est le Covid-19. C'est l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé à reconnaître la gravité du virus et à trouver des réponses qui soient cohérentes. Il n'a pas rassuré, c'est le moins qu'on puisse dire, les Américains, et il a perdu en particulier un secteur de vote très important, les seniors, qui avaient plutôt voté pour lui dans le monde blanc en 2016 et qui ont déserté un peu son camp en 2020. La deuxième raison pour laquelle Trump a perdu le référendum sur sa personne, c'est qu'il n'a pas seulement découragé une partie de ses électeurs, mais il a mobilisé tous ceux qui, en 2016, s'étaient abstenus. Les femmes, les Noirs, les jeunes, tous ceux qui se sont sentis, pour des raisons diverses, choqués d'être représentés par Donald Trump. En fait, ce qui est intéressant sur ce plan, c'est qu'il y a une certaine continuité entre 2016 et 2020, mais qui produit des résultats inverses. En 2016, Donald Trump va être porté au pouvoir par une vague de rejet des petits blancs contre la double présidence pendant 8 ans de Barack Obama. Eh bien, aujourd'hui, Joe Biden est porté au pouvoir par cette vague de rejet contre l'incompétence, l'imprévisibilité, la vulgarité de ce leader populiste. Il faut utiliser ce mot. Il ne faut pas avoir de pincettes à prendre. Ce mot le définit parfaitement, ce populiste qu'a été Donald Trump. Alors, très rapidement, si on regarde les résultats, on s'aperçoit en fait que, contrairement à ce qu'on lit parfois, les sondages ne se sont guère trompés. Ils avaient indiqué au niveau national une marge d'écart importante entre Biden et Trump. Elle est là. On est à près de 7 millions de votes populaires de plus pour Biden que pour Trump. Et ils avaient dit que les résultats seraient très serrés dans un certain nombre d'États clés. Eh bien, ils l'ont été, mais au bout du compte, il y a quand même 306 grands électeurs pour Biden, 232 pour Donald Trump. L'écart qui sépare Biden de Trump en 2020 est supérieur à celui qui séparait
Donald Trump de Hillary Clinton en 2016. Donc, que les choses soient claires, il y a un vainqueur et un vainqueur sans ambiguïté. S'il y a un problème, c'est que Donald Trump est le plus mauvais perdant qui soit. Et deuxièmement, et c'est plus grave, il y a derrière lui un parti républicain qui joue avec l'ambiguïté et qui menace le système démocratique dans son ensemble, pour les États-Unis, mais pas seulement pour les États-Unis, pour le monde tout entier. On ne joue pas comme il le fait avec la démocratie. Alors, ça, c'est, si j'ose dire, de la manière la plus rapide, la plus succincte, le bilan de ce qui s'est passé. Quelle est la signification des événements que nous venons de vivre? Je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de sombrer dans une forme d'irénisme, d'optimisme incontrôlé. Ça y est, la parenthèse Trump est fermée. Nous allons revenir à ce qu'était le monde avant Trump. Nous allons revenir à l'Amérique que nous avions connue, celle qui a été derrière nous pendant les années de la guerre froide, celle avec laquelle on avait des relations peut-être plus difficiles après la fin de la guerre froide, mais quand même, c'était l'Amérique comme modèle, l'Amérique comme guide, l'Amérique comme gendarme, l'Amérique, pour aller en simplifiant, l'assurance vie ultime des pays européens et des pays démocratiques. Nous n'allons pas revenir vers cette Amérique, car en réalité, cette Amérique n'existait plus avant même que Trump ne soit élu président. Trump, Barack Obama, dans ses mémoires, Promised Land, l'écrit noir sur blanc, Donald Trump n'est pas la cause, il est la conséquence de la crise que traverse l'Amérique depuis de nombreuses décennies. Cette société fragmentée, polarisée, avec un système démocratique qui obéit toujours aux règles de ce qu'était la petite république naissante à la fin du XVIIIe siècle, et donc un mode de dysfonctionnement de la démocratie américaine qui amenait à ce qu'on appelle, à ce que Francis Fukuyama appelait non plus une démocratie, mais une vétocratie, où le pouvoir de dire non paralysait l'ensemble du système. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, nous n'allons pas retrouver l'Amérique rêvée d'hier. Mais ne sombrons pas non plus dans l'excès inverse. Ne disons pas, comme je l'entends parfois, même venant du Quai d'Orsay, au fond, Trump, c'était pas mal. Ça permettait de renforcer l'autonomie européenne, entre guillemets l'autonomie française, face à Washington. Trump, lui, n'a pas envahi l'Irak comme George W. Bush. Trump, lui, n'a pas trahi, comme Obama, les engagements qu'il avait pris en 2013, alors que la Syrie avait utilisé les armes chimiques contre ses civils. Oui, tout cela est vrai, et il y a quelques points en politique étrangère qui sont apportés au crédit de Donald Trump. Une autre manière de parler à la Chine et de traiter avec la Chine, en particulier sur le plan commercial. Des accords de paix que l'on peut discuter quant au fond, mais qui ont fait un peu progresser la donne, les accords dits d'Abraham,
qui ont amené la paix entre Israël, les Émirats arabes unis et le royaume du Bahreïn, et une détente plus que réelle entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais ceci n'est rien comparé au coût énorme pour l'Amérique, pour la cause démocratique, que Trump a fait subir à son pays et au monde. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un président n'a à ce point dégradé la fonction, délégitimisé l'Amérique. L'Amérique ne faisait plus rêver, elle faisait honte. Elle était le modèle dont s'inspiraient les partis populistes au pouvoir, comme en Hongrie et en Pologne, dans l'opposition, comme en France et en Italie. Et avec cette ambiguïté en Grande-Bretagne, avec Boris Johnson, qui était très différent dans son essence de Donald Trump, mais qui en fait s'entendait finalement assez bien avec le leader américain. Donc je crois qu'il faut éviter deux écueils. Celui de croire qu'on va retrouver le passé, celui de considérer qu'il ne s'est rien passé. Non, nous avons échappé au pire. Depuis plusieurs mois déjà, j'écrivais en particulier dans mes chroniques de Ouest France que Donald Trump et les années Trump arrivaient à leur fin. Je dois dire, rétrospectivement, que je ne suis pas sûr que le résultat ait été le même s'il n'y avait pas eu l'épidémie de Covid-19 et son impact sur l'économie américaine et mondiale. Alors voilà, ça c'est, si j'ose dire, les premiers points de mon analyse. Deuxième point, on est européen, on est français. Je vais me concentrer sur les questions de politique internationale. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Alors, le premier point, là encore, le même balancement. Avoir Trump ou Biden à la Maison-Blanche, ça n'est pas la même chose pour l'Europe, pour la France et plus globalement pour le monde. Il y a des changements évidents qui vont transformer le climat dans lequel nous allons fonctionner. Et ces changements, ils sont incarnés par des hommes. Ce n'est pas la même chose d'avoir à la tête de la diplomatie américaine un francophone comme Anthony Blinken, dont le beau-père était Samuel Pisar, ou d'avoir Mike Pompeo. Ce n'est pas le même regard, ce n'est pas la même écoute, ce n'est pas la même chose non plus d'avoir une forme de dream team sérieux sur toutes les questions économiques et internationales. Et donc, les hommes vont mettre en œuvre une politique qui va profondément changer sur des dossiers et dans une méthode. Le multilatéralisme est de retour. L'idée que certains trouvaient confortable d'une Amérique d'abord, America first, America alone, l'Amérique seule, qui permettait soi-disant d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour nous, cette idée, eh bien, elle est remise en cause fondamentalement par le retour, tout de suite, de l'Amérique dans les accords de Paris sur le climat. Et c'est essentiel pour notre planète. La première puissance mondiale va avoir un comportement responsable
en matière de climat. Le premier pays que va visiter Joe Biden, ce ne sera pas l'Arabie Saoudite, ce ne sera pas un pays comme l'a fait Donald Trump, ce ne sera pas un pays asiatique comme l'avait fait Barack Obama ou un pays africain. Le premier voyage de Joe Biden, il sera en Europe. Et il sera, bien évidemment, à Berlin. L'Allemagne est le pays le plus important d'Europe comme partenaire économique pour les États-Unis, mais l'Allemagne, c'est aussi le symbole de la continuité rassurante. Angela Merkel est là pour accueillir Joe Biden. Alors, nous, Français, je crois que plutôt que d'en être jaloux, nous devons nous en réjouir et faire en sorte qu'il y ait un couple franco-allemand qui domine le dialogue transatlantique du côté européen. Mais c'est à nous de jouer. C'est à nous de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Si nous nous enfermons dans une logique défensive qui mettrait en avant, comme je l'entends parfois au Quai d'Orsay, la défense de la laïcité à la française face aux attaques des libéraux ou ultralibéraux américains, plutôt que la défense de la démocratie à l'occidentale face aux pressions chinoises, eh bien nous allons dans un mur. Aujourd'hui, il me semble clair qu'il y a une raison majeure de redémarrer sur de bonnes bases le dialogue transatlantique. Et cette raison majeure, elle porte un mot, elle porte un nom, c'est la Chine. Je crois que si, en Europe, on ne tire pas les leçons de ce qui vient de se passer entre l'Australie et la Chine, on ne comprend rien à l'évolution du monde. Voilà un continent très grand, très riche, mais peuplé de moins de 30 millions d'habitants, qui a posé des questions embarrassantes, mais légitimes à la Chine, qui demandait mais d'où vient le virus? Comment avez-vous réagi? Est-ce que vos informations sont fondées? Beijing, Pékin, a considéré que ce discours était inacceptable et exerce des pressions économiques majeures sur l'Australie, augmentant par exemple de 300% les droits de douane sur le vin australien. C'est un message pour le monde occidental. Si nous voulons résister à la Chine, ce qui est, me semble-t-il, la première de nos priorités, si nous voulons défendre nos modèles démocratiques, nous avons deux choix très clairs. Le premier, c'est d'être ensemble. L'Europe fait le poids face à la Chine. L'Europe et les États-Unis font plus que le poids face à la Chine. Et le deuxième point qui est essentiel, et Joe Biden va en fait y consacrer la priorité des priorités, c'est partir de l'idée que la politique étrangère commence à la maison. Pour résister à la Chine, l'Amérique, les pays européens doivent réparer leur démocratie, doivent faire la preuve que le modèle démocratique est encore supérieur au modèle autoritaire. Le coup majeur de Donald Trump, dans son arrogance, son inefficacité dans le traitement du Covid-19, c'est qu'il donnait des arguments à Pékin qui pouvaient dire au monde
regardez, vous avez un clown qui prétend diriger un pays démocratique à Washington. L'Amérique est le pays où le bilan du Covid est le plus élevé. Vous avez chez nous un modèle autoritaire, efficace. Est-ce que vous ne devriez pas aller de notre côté? Est-ce qu'on ne parle pas de péninsule euro-asiatique? Eh bien, vous êtes le petit bout, vous en Europe, de cette grande péninsule. Alors, non, ce que je disais, c'est que sur le plan de la politique étrangère et du rapport de l'Amérique au monde, la marge de manœuvre de Joe Biden risque d'être faible, dans la mesure où si les démocrates ont gagné la Maison-Blanche, ils risquent de ne pas avoir la majorité au Sénat. Non. Il y aura des élections partielles pour les 2 sièges de sénateurs de Géorgie le 5 janvier. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut se préparer au fait que le Parti républicain risque de conserver la majorité au Sénat. Donc, je disais que le risque, c'est que Biden doive gouverner l'Amérique avec un Sénat qui reste à majorité républicaine. Et donc, sa marge de manœuvre sera moins grande que cela n'aurait été le cas autrement. Alors, je crois qu'il y a, j'ai parlé 30 minutes, ce qui est très long en Zoom. Je vais peut-être simplement donner quelques grandes têtes de chapitre de questions qu'on peut poser. Alors, il y a des questions thématiques sur directement l'Amérique et l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient, l'Amérique et l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Mais il y a aussi des questions de politique intérieure sur lesquelles je suis tout à fait prêt à revenir, en particulier la question de la division du Parti démocrate. Ils se sont unis pour battre Trump. Vont-ils rester unis une fois que Trump est battu? Il y a des divergences profondes entre quelqu'un comme Joe Biden, qui est entre guillemets un centriste modéré, et l'aile gauche radicale du Parti démocrate, qui spontanément aurait voté pour Bernie Sanders ou pour Elizabeth Warren, et s'est seulement résigné à voter pour Biden parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mais j'ai parlé plus d'une demi-heure, à vrai dire presque 35-40 minutes. Je pense que c'est bien pédagogiquement de passer à la partie Q&A, si vous en êtes d'accord. Écoutez, on ne peut pas ne pas être d'accord avec vous. En tout cas, ce que vous avez dit était extrêmement clair. Je pense qu'on était tous prêts à vous écouter encore assez longtemps. Voyez-vous? Alors, quand on parle de cette transition entre, je dirais, de Donald Trump et Joe Biden, les questions que l'on peut se poser, certaines ont été posées par le chat. Je reviens sur quelque chose que vous aviez écrit en 2016. En 2016, où on se préparait à ce que Hillary Clinton devienne présidente des États-Unis. Et vous avez écrit: si Hillary Clinton devient présidente des États-Unis, elle héritera d'un pays cassé qui lui appartiendra de réparer. Et vous posez la question, en sera-t-elle capable? C'est toute la question. 4 ans plus tard, ce sont exactement les termes de Joe Biden, to heal America. L'Amérique est-elle donc cassée? Dans quel sens? Vous avez parlé des cassures internes au Parti démocrate. Vous avez cette grande cassure entre démocrates et républicains, entre
les États-Unis du centre et les États-Unis du littoral, démocrates d'un côté, républicains de l'autre, ça fait beaucoup de fêlures, voire de cassures. Est-ce que Joe Biden, qui arrive en étant quand même un modéré, va pouvoir arriver à reconstruire, rebâtir, panser les plaies pour que les États-Unis ne reviennent pas forcément à ce qu'ils étaient auparavant, mais puissent continuer comme étant une grande démocratie que l'on a toujours connue jusqu'ici? Je crois à deux choses. La première, c'est que la fracture est plus grande encore en 2020 qu'en 2016. Les écarts de richesse se sont accrus au cours des 4 dernières années. Une des caractéristiques des années Trump, c'est que les très riches sont devenus encore plus riches et que les très pauvres sont devenus encore plus pauvres, surtout depuis la crise du Covid-19. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on ressent un peu partout, y compris Oui, ici en y compris en également? France, absolument. Et il y a un problème de légitimité du pouvoir face à la complexité et à la multiplicité des crises. Mais si l'Amérique est plus cassée en 2020 qu'en 2016, il me semble que Biden est plus à même de réparer l'Amérique que ne l'était Hillary Clinton. Et je pense que ça tient à sa personne et à son histoire. Je crois, vous le savez, Biden a traversé beaucoup de tragédies personnelles dans sa vie. Il a une empathie spontanée avec les gens. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises, je parle de Joe Biden, quand il était sénateur dans les années 90. Il était membre de la commission des affaires étrangères, donc on se rencontrait assez régulièrement dans des réunions internationales. Je dois dire qu'il ne m'avait pas frappé intellectuellement. Ses interventions étaient sérieuses, compétentes, mais n'étaient pas fulgurantes. Elles ne laissaient pas beaucoup de traces. Ce qui laissait une trace, c'est sa personne, une chaleur réelle, une manière simple, ouverte d'aller vers les gens. Et Biden a eu cette phrase à plusieurs reprises, vous savez, la souffrance, je connais. Je vais essayer de répondre à vos souffrances. Et sur ce plan-là, sur un plan émotionnel qui est essentiel, Biden est beaucoup plus à même de réunir les Américains que ne l'était Hillary Clinton, qui était une personne plus structurée intellectuellement. Allez, nous sommes dans les règles de la confidentialité, disons-le, plus intelligente, qui laissait une impression exceptionnelle. Quand vous aviez écouté Hillary Clinton parler sans note 45 minutes, vous vous disiez, mais elle est bien meilleure que son mari. Simplement, elle était froide. Elle était même un peu glaciale. Et donc, elle n'était pas prête. Elle n'avait pas les qualités humaines pour réunir autour d'elle. Si quelqu'un a ces qualités, c'est Joe Biden. Et je dirais que son âge est un atout. Donald Trump l'appelait, rappelez-vous, Sleepy Joe. Joe qui dort. En fait, c'est beaucoup plus Uncle Joe, tonton Joe, l'homme rassurant qui va vous protéger. Et sur ce plan-là, mais on peut faire bien entendu, vous y faisiez allusion vous-même, le problème de la France, c'est peut-être aujourd'hui qu'on a un président trop jeune qui est incapable, du fait de son âge, de rassurer.
l'âge, me semble-t-il, est un atout pour Joe Biden. Au fond, il ne fera peut-être qu'un mandat. Et il a derrière lui une femme, alors pour le coup, extraordinairement charismatique, d'une énergie et d'une intelligence extrême, qui est Kamala Harris, et qui est un miracle dans l'histoire américaine. Si le rêve américain peut s'incarner dans quelque chose, ben c'était Barack Obama il y a un peu plus de 8 ans, et c'est Kamala Harris aujourd'hui. Voilà, oui, c'est un bien peu sûr. une réponse. Alors, quand vous dites Joe Biden va être là pour, et l'homme adéquat, l'homme idoine, pour faciliter, je dirais, la réparation ou la compréhension entre les Américains. Mais la première des choses, c'est le fait que républicains et démocrates ne se situent pas en opposition frontale à tous les coups. Et ça induit pour nous une autre question, c'est la relation du Parti républicain avec Donald Trump. Donald Trump va partir en tant que président. Mais qu'est-ce qui peut se passer entre Donald et républicain? Est-ce que, et ça on l'a vu dans l'histoire, les gens peuvent se détourner de quelqu'un qui a été battu, ou au contraire, est-ce qu'ils vont s'agréger à lui dans un discours encore un peu plus populiste que celui qu'on a connu auparavant pour regagner les élections de 2024, ce que vous avez d'ailleurs vous-même appelé la revanche de 2024 pour les républicains. Alors double réponse qui montre pour moi la complexité de votre question. La première, c'est que lors des élections de 2020 qui viennent d'avoir lieu, on s'est aperçu que les candidats républicains qui étaient les plus proches de Trump étaient ceux qui avaient été le mieux réélus. Que les candidats républicains plus modérés, certains sont passés à la trappe. Donc, première réponse à votre question, la fidélité à Trump devrait continuer. Mais, deuxième réponse, n'oubliez pas la justice. Il y a quand même un certain nombre de casseroles qui vont sortir dans les mois, sinon les années à venir. Il y a des interrogations. Pourquoi Trump a-t-il fait preuve dans sa politique étrangère de tellement de modération, de tant de modération à l'égard de la Russie de Poutine ou même de la Turquie d'Erdogan? Est-ce que ça s'explique pour des raisons stratégiques, au nom de l'intérêt supérieur des États-Unis, ou est-ce que ça s'explique pour des raisons financières, mercantiles, parce que même si ce n'est pas bon pour l'Amérique, c'est bon pour la firme Trump et les investissements immobiliers passés avec la Turquie, ou l'aide considérable qui a été apportée à la firme Trump lorsqu'elle allait mal par des fonds russes pas toujours très clairs. Donc voilà, je crois que la réalité dépendra de ces deux phénomènes. Est-ce que les juges vont rattraper et dépasser les tendances populistes, forçant les républicains à retrouver une certaine forme de dignité? Je n'en sais rien. Mais c'est dommage. Mais dites-moi, là, ce que vous dites là m'interpelle beaucoup, ou du moins ce que vous avez dit, parce que vous avez dit en 2020, qui est-ce qui a battu Donald Trump? C'est Donald Trump lui-même. Oui. Vous dites, voilà, en 2024, enfin, si on va par là un peu plus loin, qu'est-ce qui pourrait battre Donald Trump? Les démêlés juridiques qu'il peut avoir. Mais où est le discours à la fois démocratique, le discours des idées, si
la personne que l'on s'est choisie dans un parti comme leader est d'un côté battue par un virus et dans un deuxième cas par des juges. Alors que normalement, on devrait pouvoir se situer dans le domaine des idées. Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que, d'une certaine manière, la démocratie américaine est un peu malade aujourd'hui? Oui. Non, non, mais la réponse est claire. En même temps, pour utiliser une expression chère au président de la République et que je trouve quand même très confortable, en même temps, Joe Biden a un projet sur lequel il a été élu. Réconcilier les Américains entre eux, réparer l'Amérique à la fois au plan moral et au plan physique. Est-ce que enfin l'Amérique va s'occuper de ses infrastructures qui sont, quand vous voyagez là-bas, une infrastructure du tiers-monde, parce que sa modernité était très antérieure à celle des autres. Enfin, faites un voyage en Asie et faites un voyage aux États-Unis, eh ben, la différence est considérable et n'est pas en faveur des États-Unis lorsqu'il s'agit d'infrastructures. Alors, en même temps, ce que je voulais dire, c'est que l'Amérique peut se ressaisir, mais elle doit d'abord se ressaisir chez elle. Elle est fatiguée des aventures mondiales qu'elle a eues, les guerres de choix qui lui ont été imposées, en particulier la guerre en Irak, qui a permis le renversement du régime. On n'entend plus. Monsieur Moïse, votre micro est coupé. Voilà. Bon. Oui. Je ne sais pas pourquoi il se coupe comme ça. Là, je soupçonne quelqu'un de me couper. C'est un Trumpiste. Voilà. Il y a un Trumpiste parmi nous, qu'il se dénonce. Donc, je crois que cette fatigue de l'Amérique, Joe Biden en hérite. Il ne voudra pas se relancer. Il a un discours dans lequel il dit l'Amérique doit à nouveau guider le monde. Donc, il remet en avant l'internationalisme, le multilatéralisme. Et je m'en réjouis. Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas aux États-Unis aujourd'hui un appétit pour reprendre, entre guillemets, la tête du monde. Vous avez, je pense que, très certainement raison. On l'a bien déjà vu avec Barack Obama, que nous estimons beaucoup, mais quelque part, M. Barack Obama n'a pas souhaité aller trop faire le gendarme du monde un peu partout, et il a commencé à prendre un peu de recul. Alors, une question simple qui nous est posée, c'est est-ce que le mandat de M. Joe Biden ne sera pas finalement l'acte 3 du mandat de M. Barack Obama? Alors, c'est toute la question. Est-ce que Biden, c'est Obama 3 ou c'est Biden 1? Et ma réponse, c'est que, en dépit des apparences, c'est-à-dire un discours qui est semblable, très proche, en dépit d'une proximité profonde, réelle entre les deux hommes, en dépit du fait que Biden s'est entouré d'une équipe de personnes qui ont toutes servi pratiquement sous Barack Obama, eh bien ce sera quand même non pas Obama 3, mais Biden 1. Et pourquoi cela? Parce que le monde a profondément changé au cours des 4 dernières années.
Et le changement le plus important intervenu dans le monde au cours des 4 dernières années, c'est la montée en puissance exponentielle de la Chine. Barack Obama ne devait pas faire face à une Chine sûre d'elle-même, dominatrice, pour plagier les propos du général de Gaulle. Donc on est dans un contexte géopolitique qui a profondément changé. Et il devra faire du Biden 1 parce qu'il n'a pas le choix qu'il en soit autrement. Bien, écoutez, je pense que vous savez déjà voir les choses assez bien en avance. Vous l'avez écrit en 2016. On va donc partir sur je dirais, cette conception ou cette vision que vous avez du futur des États-Unis dans cette évolution qui n'est pas un retour en arrière du tout, mais peut-être une continuation de certains des aspects sous lesquels nous avons connu les États-Unis. Alors, si on veut parler un peu on parlera de l'Europe tout à l'heure, mais si on veut parler de relations internationales, si je puis dire, ce qui n'est pas encore complètement fini, on a vu de manière assez extraordinaire le chaud et le froid selon les interlocuteurs qu'il avait avec la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, Israël d'un autre côté. On a vu que les traités signés par les États-Unis n'avaient aucune valeur aux yeux de son président. Est-ce que, dans le futur, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, en tant que, je dirais, coopérants avec les États-Unis, est-ce qu'on pourra, dans le futur, faire confiance aux États-Unis lors de sa signature de traités? Parce que, après tout, l'expérience Trump, peut aboutir dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, sur un Trump bis qui fera exactement la même chose. D'où une question complémentaire, si vous m'autorisez, je m'arrêterai. Est-ce que le pouvoir du président des États-Unis n'est pas devenu trop important au fil des années par rapport à son propre pays lui-même et par rapport au monde également? C'est la grande question. Depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, le pouvoir de l'exécutif américain n'a fait qu'augmenter. C'était un grand historien qui s'appelait Arthur Schlesinger Jr., qui avait parlé au moment de la guerre du Vietnam du développement dangereux du pouvoir de l'exécutif par rapport aux autres pouvoirs. En même temps, de quoi souffre l'Amérique? De ce que son président ait trop de pouvoir ou de ce que le pouvoir mène à la paralysie? Est-ce que ce n'est pas à l'inverse la vétocratie qui est dangereuse, la capacité du pouvoir de bloquer le pouvoir? Est-ce que les règles pensées à la fin du XVIIIe siècle par des pères fondateurs nourris des philosophes des Lumières sont encore ajustées aux besoins du pays qui est encore aujourd'hui la première puissance mondiale? Oui, mais alors là, vous posez... Je vous en prie, je vous en prie. Vous rajoutez une question à la question que j'ai posée. Vous n'apportez pas de réponse. Non. Et nous vu de ce côté de l'Atlantique, est-ce que l'on peut considérer que les États-Unis sont des alliés ou tout simplement des compétiteurs qui changeront d'avis au fur et à mesure que le temps va passer et en fonction de leurs propres intérêts, sans se préoccuper de savoir si cela va impacter
ou négativement la marche du monde? Alors, là encore, je dirais, il faut trouver une vision médiane, c'est-à-dire dépendre totalement des États-Unis n'est pas une bonne chose. Le déséquilibre dans la relation est dangereux. Au fond, c'est l'histoire d'un couple. Si vous regardez la série The Crown, vous vous rendez compte que la relation est déséquilibrée entre le prince Charles et Lady Di. C'est une comparaison légère que je fais, mais un couple qui marche, c'est un couple équilibré. C'est à nous de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la relation avec les États-Unis. Et le deuxième point, c'est que le danger de la question que vous m'avez posée, surtout formulée comme vous l'avez fait, c'est de créer une forme d'équivalence entre la Chine et les États-Unis. Moi, je n'ai pas à choisir entre Beijing et Washington. Je poursuis mes intérêts. Et mes intérêts, c'est à moi de les définir seul. Mais attention, la manière dont un pays autoritaire exerce des pressions n'a rien à voir avec la manière dont avec laquelle un pays démocratique peut de temps en temps, et hélas, déraper. Donc c'est ça le danger. Il faut trouver un juste équilibre. Et ce juste équilibre, il suppose non pas qu'il y ait moins d'Amérique, mais qu'il y ait plus d'Europe. Parce qu'en face, il y a beaucoup, beaucoup plus de Chine. Tout à fait. Ben, écoutez, vous nous donnez l'occasion de la transition. Je vous avais dit qu'on aborderait bien évidemment le sujet de l'Europe, puisque c'est très bien de parler des États-Unis d'un côté, de la Chine de l'autre. Et l'Europe, où en est-elle en ce moment? Quelles leçons? Alors justement, question, nous, face au monde, face aux États-Unis, face à la Chine, ben, quelle place est-ce que l'Europe peut trouver? Est-ce qu'on a une place? Parce que c'est très bien de parler des autres, mais il faudrait peut-être qu'on parle aussi de nous, de ce qu'on a envie de faire, de où on veut aller, avec qui on peut le faire et comment le faire. Donc, où se trouve l'Europe qui, vous savez bien, continue de toute façon à faire des allers et des retours. On se posera des questions tout à l'heure des relations intra-européennes, et pour le moment, on va dire relations de l'Europe avec les grands du monde. Si je regarde l'impact du Covid-19, je dirais que à court terme, il nous apparaît cet épisode qui n'est pas terminé puisque on n'a pas encore mis en œuvre le vaccin, restera sans doute comme un accélérateur de l'histoire. Pas ce que les anglo-saxons appellent a game changer, c'est-à-dire il n'y a pas un avant et un après, mais il y a quand même une accélération de l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et cette accélération de l'histoire, en termes géopolitiques, on peut la résumer ainsi. Plus d'Asie dans le monde et plus d'Allemagne en Europe. C'est ça, plus d'Asie dans le monde et derrière la Chine et plus d'Allemagne en Europe. Au fond, c'est ça. Et il y a un lien entre les deux. Parce que une des raisons pour lesquelles l'Asie a mieux résisté, entre guillemets, au Covid, c'est sa culture, c'est-à-dire le civisme, non pas le goût de l'individualisme forcené, mais celui du collectif responsable. Dans une société asiatique comme Taïwan,
comme la Corée du Sud, on va mettre un masque spontanément parce qu'on se sent responsable de l'autre et en particulier de l'autre le plus vulnérable, qu'on va respecter énormément, qu'on va considérer comme l'ancêtre, le plus âgé. Le pays d'Europe qui a eu le comportement le plus responsable, le plus discipliné, et donc quelque part le plus asiatique, c'est l'Allemagne. Eh bien, le Covid-19 a accéléré l'histoire dans la direction de l'Asie, dans le monde, et dans la direction de l'Allemagne, en Europe. Très bien. Je reprends, vous me facilitez la tâche puisque vous me permettez de reprendre ce que vous avez vous-même écrit en mai 2019. Et vous avez dit très clairement, le problème européen, c'est l'Allemagne. C'est le contraste entre la puissance de l'Allemagne et son absence d'ambition. Vous avez dit tout à l'heure aussi que ce qui va, et ce que généralement l'on dit et l'on redit, c'est le couple franco-allemand qui, bon gré, mal gré, fait en sorte que l'ensemble de l'Europe avance. Mais comment donner de l'ambition à l'Allemagne qui, par moment, n'en a pas trop envie? Et elle n'a pas trop envie de suivre la France qui, elle, aurait plutôt des ambitions un peu internationales en étant gendarme ici, régulateur ailleurs, en travaillant avec, je dirais, les pays d'Afrique. L'Allemagne, elle, est un peu en retrait. Est-ce qu'on va arriver à... Est-ce que l'Allemagne va de nouveau être ambitieuse, sachant qu'elle ne veut pas l'être trop compte tenu de sa propre histoire? Elle est ambitieuse, mais pas au sens où la France entend le mot ambition. En fait, j'ai dû écrire une fois que la France et l'Allemagne étaient séparées par deux nostalgies opposées. La nostalgie allemande, c'est la République de Bonn, le moment où l'Allemagne retrouve une prospérité extraordinaire derrière la protection américaine. La nostalgie française, c'est un peu la nostalgie du général de Gaulle. Et ces deux nostalgies sont inadaptées. Mais je disais à l'époque, quand j'écrivais ça, que compte tenu de l'évolution du monde, la nostalgie française correspondait plus aux défis de la planète que la nostalgie de l'Allemagne. Mais je reviens à ces histoires d'équilibre dans les couples. Je me suis réjoui en 2017 de l'élection d'Emmanuel Macron. Je rêvais peut-être, que la France allait retrouver une forme d'équilibre avec l'Allemagne et que le jeune président français allait entraîner l'Allemagne dans sa vision du monde. En fait, les choses ne se sont pas passées comme cela, essentiellement parce que le président français n'a pas réussi, comme il souhaitait le faire, à convaincre les Français, en France même, de la clarté de son action, de la légitimité de sa vision. Et donc aujourd'hui, on est revenu à une situation beaucoup plus traditionnelle dans le couple franco-allemand, qui, de mon point de vue, n'est pas saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de France face à l'Allemagne. Alors c'est vrai, Angela Merkel va partir demain. Et après 15 ans au pouvoir, elle laissera bien évidemment un grand vide.
mais nous ne devons pas nous réjouir Non. du fait que, puisqu'on a moins de France, il faut qu'il y ait moins d'Allemagne. L'idée, c'est que je ne peux pas aller jusqu'à votre niveau, mais j'espère que vous allez descendre vers le mien. Ça, c'est une vision qui me paraît en réalité très négative, très dangereuse. Alors, si on reprenait les résultats des élections américaines et la situation intérieure de l'Union européenne, est-ce que l'impact créé par la défaite d'un populiste aux États-Unis peut avoir des conséquences sur le plan de la réflexion des citoyens à l'intérieur de certains pays que l'on nomme illibéraux, qui s'appellent d'abord la Hongrie, puis éventuellement la Pologne, puis aujourd'hui un petit peu, enfin on ne sait pas, mais la Slovénie. Est-ce que cela va, alors ça c'est ma première question, est-ce que ça peut avoir un impact dans la réflexion de chacun des gouvernants de ces pays et des citoyens de ces pays? Et la deuxième question, qui est un peu, pas la conséquence, mais le corollaire, on a nos amis britanniques qui nous quittent, et ils nous ont quittés en pensant qu'ils allaient avoir en face d'eux un pays qui sont les États-Unis, qui allait pouvoir, entre guillemets, non pas remplacer, mais faciliter quand même leur propre évolution. Avec l'arrivée de Joe Biden, je pense que les calculs de M. Boris Johnson se trouvent un peu à plat et que donc il va falloir aussi que lui-même réfléchisse avec qui il peut former un couple, du moins former un groupe d'amis. Alors, je crois qu'il y a une spécificité du problème britannique. La Grande-Bretagne risque de se trouver marginalisée à l'extérieur et divisée à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement elle ne fait plus partie de l'Union européenne, donc elle est moins intéressante pour les États-Unis qu'elle ne l'était avant, mais le Royaume-Uni risque de devenir le Royaume des Unis avec l'Écosse qui quitte la Grande-Bretagne en disant mais vous quittez l'Union européenne, moi je veux rester dans l'Union européenne, je vous quitte. Donc là, il y a une spécificité britannique. On peut dire que les paris de Boris Johnson se sont révélés particulièrement mauvais. Même en Chine, il disait je vais avoir une relation privilégiée avec la Chine, je suis un énorme Singapour, vous allez voir ce que vous allez voir, mon marché c'est le monde, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Australie. L'Australie fait plus d'un tiers de son commerce avec la Chine. La Grande-Bretagne, c'est beaucoup moins que 10%. La majorité du commerce britannique, c'est avec l'Union européenne. Et puis, on ne peut pas à la fois défendre la démocratie à Hong Kong et le commerce et les intérêts financiers entre la City et Beijing. Il y a des choix complexes que Boris Johnson ne maîtrise plus. Donc, je crois que le pari fait par la Grande-Bretagne est un pari qui, de mon point de vue, est un pari perdu. Il faut espérer que ce ne sera pas perdant-perdant, c'est-à-dire que ce ne soit pas également perdu pour l'Union européenne. Et j'ai peur que cela ne soit le cas. Alors, en ce qui concerne les populismes européens, je distinguerai deux catégories. La défaite de Trump affaiblit beaucoup les populistes au pouvoir, mais laisse relativement intactes les chances des populistes dans l'opposition. C'est-à-dire qu'un homme comme Orban, qui commence à être contesté en Hongrie, un de facto leader de la Pologne, Kaczynski, voilà des personnalités qui ont beaucoup perdu avec
la défaite de Trump, parce que cette défaite intervient à un moment où ils sont eux-mêmes de plus en plus contestés dans leur pays. Et je dirais que c'est plus vrai encore en Pologne qu'en Hongrie. Alors, pour les pays où les populistes sont dans l'opposition et pas au pouvoir, d'abord les élections ne sont pas tout de suite. En France, c'est au printemps 2022. Il va s'écouler pas mal d'eau sous les ponts entre l'élection américaine et l'élection française. Les électeurs français ne vont pas se déterminer en fonction des choix faits par les électeurs américains à l'automne 2020. En fait, c'est là et là la situation française est effectivement préoccupante, quoi. Il faut que le vaccin arrive, il faut qu'on sorte par le haut de cette phase de Covid-19 pour que les forces modérées, démocratiques, libérales, classiques rebondissent. Pour le moment, ça ne se passe pas très très bien. Bon, l'avenir nous le dira. Position de l'Union européenne. Je vous cite encore, parce que comme vous écrivez beaucoup, et en plus vous écrivez des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent de réfléchir, je me permets de... Je ne fais pas du plagiat, vous savez, je ne fais pas comme les étudiants qui recopient quelque part. Vous dites, chaque pays de l'Union européenne ne peut pas faire face seul à tous les défis mondiaux. Nous avons plus que jamais besoin d'Europe. Il nous faut une Europe forte et unie, et vous rajoutiez ça, portée par le tandem franco-allemand. Alors, le tandem franco-allemand, on en a parlé, mais quand même, l'Europe forte et unie, quand on voit, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui avec le plan de relance qui est bloqué par, je dirais, justement, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, quand vous voyez des questions concernant la taxation sur les GAFA qui est bloquée, si je ne veux pas dire de bêtises, par le Luxembourg, et puis je ne me rappelle plus quel est l'autre pays, on se dit on est quand même loin d'arriver à une Europe forte et unie, et est-ce qu'on finalement, on ne risque pas de se retrouver, entre deux grands personnages, de grands États-personnages dans le monde, et nous réduits à la plus simple expression en essayant de lier, selon les cas, des amitiés ou des accords avec l'un ou l'autre, selon ce qui pourra selon ce qui se passera, si vous voulez, dans le futur, mais que nous ne mènerons jamais. C'est-à-dire que nous serons toujours, l'Union européenne sera toujours un ensemble de pays de deuxième division, si je puis m'exprimer ainsi. Non, ces préoccupations sont parfaitement légitimes. Il y a un désintérêt pour l'Europe aux États-Unis qui est grandissant. L'Amérique, elle se tourne vers l'Asie comme rivale et comme marché. Elle regarde l'Afrique pour des raisons internes. Elle regarde un peu moins le Moyen-Orient, encore un peu moins l'Amérique latine. Mais s'il y a un continent qui est en chute libre dans tous les sondages d'opinion aux États-Unis, c'est l'Europe. Et au sein de l'Europe, il y a un pays qui souffre tout particulièrement, c'est le nôtre, c'est la France. J'étais ce matin en contact avec le conseiller culturel de France aux États-Unis. Il me disait qu'il y a 20 ans, il y avait 41 départements de français dans les universités américaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 17. Une chute considérable. Ça ne les intéresse plus. Et non seulement ça ne les intéresse plus, mais ils dénoncent la France. Le modèle de laïcité à la française
du voile interdit dans les écoles aux caricatures devenues symboles de la liberté française, ça les choque profondément. Alors il y a une partie de mauvaise foi dans le discours américain, il y a une partie de vraies questions qu'il pose. Alors, c'est important l'image que nous avons dans le monde, l'intérêt qu'on porte à l'Europe. Au fond, de plus en plus, et je crois qu'il faut être conscient de cela, l'Europe est un endroit où il fait bon vivre, mais pas un endroit où il fait bon faire, créer. Je dirais que de manière caricaturale, il y a cette série que vous n'avez certainement pas vue, enfin je pense, qui s'appelle Emily in Paris, qui est un succès considérable, qui est une des séries qui a été les plus regardées pendant la période du confinement, qui est une série de stéréotypes sur Paris et la France. Et les Américains disent, mais on veut aller à Paris pour retrouver Emily in Paris. C'est la joie de vivre dans un pays profondément décadent qui ne compte plus sur la scène du monde parce qu'il est prisonnier de ses rigidités sociales, de ses archaïsmes, de tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est un premier point. Prendre conscience de l'évolution de notre image avec modestie, humilité et en même temps avec volonté de réagir. On ne peut pas accepter que ces stéréotypes résument l'image qu'on a de nous. Alors il y a un deuxième point qui est que faire à l'égard en particulier de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovénie, de ces pays qui nous font chanter en réalité. Et là, je crois qu'on doit faire preuve de fermeté, de beaucoup plus de fermeté que cela n'est le cas vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie. J'ai un souvenir très précis, c'est le bénéfice de l'âge. En 2000, pour la première fois, un parti d'extrême droite arrive au pouvoir dans un gouvernement de coalition en Autriche, dirigé à l'époque par Jorge Haider. Et je me souviens d'écrire à l'époque, il ne faut pas hésiter lorsque il y a la gangrène qui se répand dans le corps, de couper le membre gangréné. Et je disais, nous devons avoir une procédure de suspension de l'Autriche tant que l'extrême droite se trouve associée au pouvoir. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais nous devrions dire aux Polonais et aux Hongrois, écoutez, vous bloquez tout le système, nous suspendons votre participation à l'Union européenne. C'est-à-dire, vous ne pouvez, bien entendu, on ne vous expulse pas, c'est contraire à tous les traités, ça n'existe pas, mais vous êtes suspendu, mis entre parenthèses, ce qui signifie que vous ne pouvez pas recevoir d'argent de l'Union européenne tant que vous êtes suspendu. Vous nous faites chanter, c'est inacceptable. Bien sûr, mais ça me donne l'occasion de revenir sur les États pour une dernière question. Les pays de l'Union européenne sont liés par, si ça ne s'appelle pas une constitution, mais des traités, comme les États-Unis sont liés par leur propre constitution. Et on voit bien, vu au moins de notre monde, qu'il y a quand même quelques points qu'on a un peu de mal à comprendre. Comment est-ce que M. Trump peut être élu en 2016 alors qu'il a moins de voix que son adversaire? Comment un pays peut-il nommer éventuellement à vie
des gens Des juges. à la Cour suprême, des juges à la Cour suprême, qui sont quand même un endroit extraordinairement important pour faire avancer, évoluer, décider en toute, en toute sérénité, en toute indépendance, ce que le pays doit faire. Quel est votre, est-ce que vous pouvez un dernier éclairage là-dessus? Ça pourrait, je dirais, finaliser cette discussion en revenant chez nos amis américains. Je dirais que il faut comprendre la pensée des pères fondateurs. Leur objectif, c'est de créer un système à la Montesquieu, l'esprit des lois, dans lequel le pouvoir équilibre le pouvoir. Que veulent-ils en 1776? Être une anti-Europe. Qu'est-ce que l'Europe à leurs yeux? C'est l'intolérance religieuse, le despotisme ou la monarchie absolue, ou le régime simplement, entre guillemets, autoritaire, et c'est la guerre qui vient avec cela. C'est vraiment, on est dans Montesquieu. Hein. Vous rajoutez un petit peu de Rousseau et vous avez les principes qui fondent la pensée des pères fondateurs des États-Unis. Donc il faut vraiment 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, et George Washington refuse d'être roi. On lui propose d'être le roi des États-Unis. C'est la chose logique au départ. Alors un monarque constitutionnel, mais un roi. Et il dit non, pas du tout, je refuse. Il faut que on choisisse tous les 4 ans le meilleur. Et je ne veux pas que le sort de l'Amérique dépende de la qualité plus ou moins grande de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Donc il faut un pouvoir exécutif fort, un pouvoir législatif fort, et ce pouvoir législatif, il doit être composé de 2 chambres. Et la deuxième chambre, eh bien, elle a un pouvoir de contrôle. Et la deuxième chambre, elle va représenter les États. Et on va donner à chaque État le même nombre de sénateurs, même s'il y a des États beaucoup plus peuplés que d'autres. C'est la protection au sein du système de l'autonomie des États par rapport au pouvoir fédéral. Et pour équilibrer tout cela, il faut un pouvoir des juges, des sages. Et ces sages, pour éviter qu'ils soient soumis à l'influence de l'exécutif ou même du législatif, on va les nommer à vie. Alors le problème, c'est que ce système était parfait pour la petite Amérique de 1776. Il est devenu inapproprié pour l'Amérique de 2020 parce que les Américains n'ont pas respecté l'esprit des lois. En fait, le pire, ça a été la politisation de la nomination des juges. Les présidents ont commencé à nommer des juges, non pas en fonction de leur qualité, mais en fonction de leurs opinions. Et ça, on a introduit le poison dans le système. Et puis à partir du moment où la société américaine s'est polarisée, ce qu'on appelait l'Agreement on Fundamentals, qui était la base du fonctionnement du système, a disparu. Il n'y avait pas un accord sur les fondamentaux, il y avait un désaccord sur les fondamentaux. Et on a cette polarisation terrible de la société américaine. Je vais juste terminer par, non pas une citation de Rousseau ou de Montesquieu, mais en fait par quelque chose de beaucoup plus proche
de nos sociétés contemporaines, surtout à l'heure du Covid, ce sont les séries télévisées. Il y en a une basée sur un roman de Philip Roth qui s'appelait The Plot Against America, le complot contre l'Amérique, qui est passionnante et terrifiante à la fois, qui est une leçon et qui montre ce qui est une dystopie. Qu'est-ce qui se serait passé si? Et le point de départ de la série, c'est que Lindbergh se présente aux élections contre Roosevelt en 1940 et Lindbergh l'emporte. Charles Lindbergh, le pilote qui a traversé l'Atlantique pour la première fois. Eh bien, on voit au sein de la société américaine la montée du fascisme au quotidien. Et c'est une dénonciation de la fragilité des mécanismes démocratiques. Le génie de Philip Roth, c'est d'avoir écrit ce roman en 2004. Et tout le monde l'a redécouvert en 2016, au point qu'on en a fait une série d'une qualité exceptionnelle que je vous invite vivement à regarder. Ça ne rassure pas, mais ça ouvre l'esprit, ça éveille l'attention. C'est un avertissement. Regardez à quel point la démocratie, c'est fragile. Tout à fait. Mais écoutez, merci. Jeanne-Françoise va donner tout à l'heure les mots de conclusion. Pour ma part, je trouve que si ce n'est pas rafraîchissant, c'est que votre parole est éclairante, puisqu'on est parti des populismes ou des populistes ici pour passer par Washington, Rousseau et Montesquieu. C'est quelque part se mettre en position de réflexion avancée ou sur une certaine hauteur pour voir un peu ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons avancer dans le monde où nous vivons. Et la dernière phrase que vous avez mentionnée m'apparaît extrêmement importante. Toutes les démocraties sont extraordinairement fragiles. Fragiles. Je vous remercie très sincèrement. Merci à vous. J'ai essayé de mener au mieux, je dirais, le questionnement à la fois de ceux qui nous ont écrit et puis quelques autres qui m'avaient été envoyés auparavant, puis quelques-unes de votre serviteur et des gens qui sont de la Maison de l'Europe. J'espère que tous ceux qui nous écoutent et nous voient sont satisfaits, non pas de vous, parce qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais je dirais de la manière dont nous avons mené les choses. Avant de laisser la parole à Jeanne-Françoise, je voudrais simplement, si vous me donnez encore une petite minute, c'est annoncer la prochaine webconférence que nous allons faire. Ça va se passer le lundi 14 décembre de 18h à 19h30 et sur le thème suivant, l'Europe, est-ce un sujet trop secondaire dans les programmes scolaires français? Nous aurons comme intervenant, comme invité, M. Thierry Chopin. C'est Thierry Chopin qui est un politologue, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Je laisse tous ses diplômes, etc. Directeur de recherche à Sciences Po Paris, visiting professor au Collège d'Europe à Bruges. Donc, vous devez très certainement l'avoir connu. Oui, oui. Voilà. Il est un peu plus jeune que moi. Mais non. mais non. Donc, il viendra parce qu'il a rédigé un rapport pour l'Institut Jacques Delors qui s'appelle « Enseigner l'Europe en France, ancrer la dimension européenne dans l'enseignement secondaire français ». C'est peut-être par là qu'il faut commencer pour faire en sorte que l'Union européenne devienne un organe et un interlocuteur fort dans le monde de demain. Moi, je vous remercie, en tout cas très sincèrement et très personnellement, et je vais passer la parole à Jeanne-Françoise si elle nous entend et si elle veut bien remettre en route son micro. Cher monsieur, cher ami, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Dominique Moïsi, parce que vous nous avez promené pendant 1 heure à travers le monde. Vous nous avez montré ses richesses, ses espérances, ses failles, ses défauts, ses drames. Vous ne nous avez pas du tout rassurés, mais vous avez, et ça je vous en remercie parce qu'il ne faut pas s'endormir, vous nous avez, parce que moi j'aime bien les gens debout, les gens qui avancent, vous nous avez par contre
vous renforcez notre conviction qu'il nous faut absolument essayer, modestement, chacun où nous sommes les uns les autres, à faire découvrir que chacun, nous sommes responsables de ce qui se passe, à éveiller le sentiment de citoyenneté, c'est-à-dire notre responsabilité dans peut-être mon quartier, ma ville, ma région, mais aussi dans le monde. Et c'est vrai que ce que vous nous avez décrit sur la fragilité des démocraties fait appel à, en fait, est actuellement tout à fait, et c'est très vrai, quand on voit que justement dans le rapport de monsieur Thierry Chopin, qui va venir nous entretenir de son travail, quand il dit qu'il n'y a que 29% des Français qui pensent que l'Europe, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être, qu'on se préoccupe, 29%, et on est les derniers de la classe par rapport à tous les autres pays de l'Union européenne. Donc nous avons un véritable travail à faire de formation, d'information, d'éveil, et de montrer que c'est super de se sentir responsable et de penser qu'on peut quand même essayer de faire avancer les choses. C'est un sentiment qui est certes, qui doit être personnel avant d'être collectif, mais il faut qu'il soit collectif. Espérons que nos présidents, que l'Allemagne et la France vont pouvoir continuer de travailler ensemble et que nous allons travailler en jouant le jeu, sans nous critiquer les uns les autres pour avancer ensemble. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. On a beaucoup appris et merci de nous avoir secoué beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Nous espérons et nous souhaitons que vous avez été satisfaits de cette heure et demie passée ensemble. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au plaisir.